Aujourd'hui, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, nous a invités à visiter ses nouveaux bureaux, son nouveau ministère, un espace de coworking, c'est le ministère Startup. Venez, on va vérifier tout ça. Et donc là, on arrive dans le bureau de Monsieur Majoubi. Venez, on va le rencontrer. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Merci à vous de nous accueillir. Bienvenue dans nos nouveaux bureaux, on est là depuis 2 semaines. C'est une sorte d'open space en fait. On a voulu avoir un bureau ouvert qui soit à la fois capable d'accueillir ceux avec qui on travaille et de faire que nous, au sein du cabinet, on soit plus réunis les uns avec les autres pour pouvoir travailler activement. Ça c'est les jeunes ça. Vous êtes le ministre le plus jeune du gouvernement si je ne me trompe pas. On est plusieurs à avoir à peu près le même âge. Vous êtes le plus jeune. Non, vous voulez pas le dire? Non, je suis un des plus jeunes. Je pense que Sébastien Lecornu et moi on a le même âge. Ah, c'est très bon cette affaire. Vous avez un petit surnom? Non, il n'y a pas de surnom, c'est Mounir. Pendant toute ma campagne à Paris dans le 19e, j'ai toujours demandé aux gens de m'appeler Mounir, donc c'est resté. Est-ce qu'on vous appelait le geek avant? Dans certains contextes, oui, on m'appelait le geek. Ça vous a énervé? Non. C'est pas péjoratif d'être geek au final? En fait, ça l'est plus, mais ça l'a été. Bon, venez, regardez, il y a Emmanuel Macron qui est là. Et vous voyez qu'à côté du président, il y a aussi de nombreux objets connectés made in France. Ah, d'accord, je crois que c'était votre brosse à dents. D'accord. Non, c'est une brosse à dents connectée qui donne envie aux enfants de se brosser les dents les vraies 3 minutes qu'il faudrait. Vous êtes ami avec Monsieur Macron? Non, c'est mon chef, c'est le président de la République. Donc c'est pas un copain, c'est pas un ami, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé ensemble. C'est quoi un mini start-upper? C'est genre le vendredi on vient en basket et mojito à la fin de la journée? Non, c'est plutôt quelqu'un qui se dit qu'il peut faire de très nombreux projets, avoir beaucoup d'impact avec des ressources limitées dans un temps record. Est-ce que vous payez vos collaborateurs en bitcoin ici? Non, l'État paye les collaborateurs avec des euros d'Europe. Et je pense que c'est important. Est-ce que je conseillerais à ma mère d'investir toutes ses économies dans le bitcoin? Non. Est-ce que le bitcoin c'est mal? Non plus. Vous me le conseillez pas non plus? Je vous conseille pas de mettre toutes vos économies dedans. Si vous voulez essayer, si vous voulez découvrir, allez-y. Ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer que ces crypto-monnaies, on en tire tout ce qui est bénéfique, mais qu'on fasse très attention aux conséquences. Et donc si on a bien cet équilibre, et c'est la position de la France aujourd'hui, on pourra aller loin. Il y aura une loi sur le bitcoin, ça va être encadré ou pas? Bruno Le Maire l'a annoncé cette semaine, on va avoir un vrai travail sur les crypto-monnaies, puis sur les levées de fonds par crypto-monnaie avec les ICO. La France veut être leader sur le sujet, on veut que ce soit possible en France, mais on veut aussi que ce soit encadré. Je me sens bien dans ce ministère. Bienvenue, on continue. Vous êtes dans mon bureau ici, qui est connecté à l'open space du cabinet. Ça se passe bien, il est sympa Monsieur Majoubi? On va pas dire non devant vous, hein, mais... Ouais, il est sympa, il a l'air sympa. Bon, alors je vous en prie, installez-vous dans C'est votre... forcément l'objet d'être sympa. C'est même important que ce soit sympa un ministre, pour faire passer des propos, des lois, pour expliquer la politique. Parce qu'il y a quand même un déficit aujourd'hui de politique auprès des jeunes, vous en êtes conscient? Évidemment que j'en suis conscient. Et puis j'ai été élu dans le 19e arrondissement, qui est un arrondissement extrêmement jeune. Et j'ai bien vu pendant la campagne qu'il y avait un vrai sujet pour donner envie aux gens de s'intéresser à ce qu'on faisait. C'est-à-dire que là, la présidentielle, c'est un moment où on arrive à intéresser les personnes à la politique, parce qu'on en parle partout. Les législatives, c'était déjà un peu plus dur. Là, on a les européennes qui arrivent. Le plus grand défi sur les européennes, c'est d'intéresser les jeunes. Sinon, ils ne vont pas aller voter. Nous, on s'appelle les indécis. Vous avez déjà été indécis, vous, dans votre vie? Le propre des personnes qui sont curieuses, c'est d'explorer toutes les possibilités. Quand on explore toutes les possibilités, il faut faire un choix. Donc, l'indécision, c'est très positif. L'indécision, ça veut dire que vous explorez différents chemins. Mais après... La phase qui arrive après l'indécision, c'est la décision. Donc j'ai été très souvent indécis, mais assez rapidement ensuite je choisis le chemin et j'avance. Je vais vous faire écouter un son. Vous allez me dire si ça vous fait penser à quelque chose, ok? Allez-y. Ça m'a traumatisé ce son, moi perso. C'était le début de ma vie. C'est le bruit de connexion d'un modem, c'est le moment de la négociation du protocole entre le modem qui est chez vous et le serveur de l'autre côté. Et en fait, tous les petits bruits que vous entendez, il lui écrit, l'autre lui répond, il lui répond, il lui répond, et dès qu'ils se mettent d'accord, ils se taisent. Et vous allez voir, hop, et là ils se sont mis d'accord, ils se taisent. La technologie, est-ce que c'est pas aussi un peu responsable du burn-out? C'est-à-dire qu'on est tout le temps connecté. Vous voyez, même moi, pour faire l'interview, je suis connecté à ma tablette. Est-ce que finalement, on n'arrive pas à déconnecter complètement? Ça, c'est un vrai sujet. La dépendance aux écrans, c'est un nouveau mal, un nouveau mal-être qui commence très jeune, qui peut poursuivre toute la vie et sur lequel il faut vraiment qu'on soit capable aujourd'hui d'avoir une discussion et un discours. Il y a plein de parents qui sont paumés sur quelles relations ils doivent avoir avec, quelles relations ils doivent laisser leurs enfants avoir avec les écrans. Puis on va avoir des adultes aussi. Je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais quelques-uns, qui ne peuvent pas faire un repas sans regarder leur téléphone frénétiquement. Ça vous arrive jamais? Moi j'ai été comme ça et je le suis de moins en moins. Et il y a un moment en fait qui m'a beaucoup appris, c'est le Conseil des ministres. On laisse nos téléphones à l'entrée. On a une boîte avec notre nom et on met notre téléphone dedans. Et après, pendant 3 à 4 heures, on travaille tous ensemble.
Et c'est incroyable l'effet que ça a de travailler tous ensemble, sans téléphone, sans ordinateur. Ça nous oblige à débattre, ça nous oblige à discuter, ça nous oblige à comprendre et porter les sujets, à être vraiment profondément présent dans le moment où on est. Vous connaissez Laurent Alexandre? Je connais bien Laurent Alexandre. On l'a reçu parce qu'on lui a parlé d'intelligence artificielle. Regardez. Il y a l'intelligence artificielle faible qui existe, qui fait des tâches que font les hommes, conduire une voiture, analyser un cancer. Il y a les intelligences artificielles fortes, c'est comme dans la science-fiction. Ce serait une intelligence artificielle qui aurait un propre projet, qui saurait qu'elle existe et qui potentiellement deviendrait hostile. Pour l'instant, notre problème, c'est de ne pas être dépassé par des intelligences artificielles faibles qui sont cons comme une bite, mais qui font les choses mieux que nous dans de plus en plus de secteurs. Ce qui est important de se dire, c'est que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, en fait, c'est celle dont on parle tous les jours. C'est elle aujourd'hui qui fait qu'on a des meilleurs soins. C'est elle qui fait qu'on arrive à innover en santé. C'est elle qui fait qu'on va innover avec les transports. C'est elle qui fait qu'on va, dans nos vies, voir l'impact de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle forte, aujourd'hui, il y a un fantasme autour. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle forte, c'est celle que vous voyez dans les films, c'est celle que vous voyez dans les romans, c'est celle qui dépasserait l'homme, qu'on serait plus capable de maîtriser, qui serait capable de se réparer elle-même et voire d'avoir une propre conscience. Aujourd'hui, on en est très très loin. Tous les débats qu'on a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, c'est bien sur la capacité à utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour changer les vies, pour être encore plus performant, pour être encore plus précis. C'est ça aujourd'hui qu'elle nous permet de faire. Facebook, il y a un scandale sur Facebook, les données. Toutes. Moi, j'ai récupéré mes informations sur Uber, sur Amazon, sur Facebook, sur Google. Je trouve ça passionnant. Quand vous recevez vos jeux de données, vous regardez et vous dites « Waouh, en fait, ils savent tout ça de moi ». Et au mois de mai, il y a un règlement, une loi qui va être applicable, qui s'appelle le règlement général pour la protection des données. C'est un règlement européen qui est d'application directe sur tout le territoire de l'Europe et qui oblige toutes les entreprises qui ont des informations sur vous à vous le dire. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez déjà le faire, sauf qu'il n'y a pas une obligation sur le format, il n'y a pas une obligation sur le délai, donc c'est très compliqué. Moi, pour avoir les données dont je vous ai parlé, ça a été compliqué. À partir du mois de mai, c'est sur le clic d'un bouton que vous récupérez la totalité. Les GAFA. Alors ce qu'on appelle GAFA, c'est Google, Apple, enfin toutes les grandes entreprises numériques qui ne payent pas leurs impôts en France. Enfin, pas une partie, en tout cas pas assez d'impôts en France. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Oui, on peut faire quelque chose. Et la France, elle est leader sur ce sujet au niveau européen. C'est grâce à Bruno Le Maire et au président de la République, Emmanuel Macron, qu'on est en train aujourd'hui de prendre conscience au niveau européen de la nécessité d'une taxation uniforme sur tout le territoire. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'illégalité. C'est juste que le droit international de la fiscalité, il n'est pas du tout au même niveau que les usages économiques internationaux. Aujourd'hui, ce droit fiscal qu'on a, c'est l'héritier des 50 dernières années. Et eux, ils ont des pratiques des 50 prochaines. Donc il faut maintenant que le législateur, c'est-à-dire nous, aujourd'hui je vous parle avec cette responsabilité-là, et ben que notre droit fiscal international, il vienne recouvrir la réalité économique. Parce que ces produits et ces services, on les aime bien, sinon on ne les utiliserait pas tous. Mais regardez quand même le chiffre d'affaires qu'ils génèrent. 100% des pubs que vous voyez en France aujourd'hui sur Facebook ou sur Google, c'est souvent des entreprises françaises qui ont payé pour être affichées devant vous. Donc c'est des boîtes françaises qui veulent cibler un public français, qui passe par une plateforme qui va diffuser une image en France sur des ordinateurs français, et toute la valeur ajoutée, elle part à l'étranger sans payer d'impôts. Bah ça, les boîtes, elles ne comprennent pas, et les citoyens ne comprennent pas non plus. J'ai une surprise pour vous. Oh. Je vous ai préparé un spécial que oui que non. Ah, je me souviens du que oui que non du Salon de l'Agriculture. Mais là, il est que pour vous. Ah, ça c'est sympa. Ouais, je sais. Donc vous répondez que oui ou que non avec le que à chaque fois devant. Est-ce que vous tweetez vous-même? Il y a quelqu'un qui le fait pour vous? Que oui, 3/4. Est-ce que vous êtes favorable à l'apprentissage du codage à l'école? Je suis très favorable à l'apprentissage des bases du codage à l'époque, à l'école, de la logique du code. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas que les enfants se transforment en ingénieurs, c'est que les enfants, ils comprennent les bases et que quand ils regardent un écran, une tablette comme vous, eh ben, ils soient pas dans la naïveté, ils savent ce qui se passe derrière. Quand j'appuie, ça fait ça. Quand je fais ça, ça enregistre dans une base. Quand c'est dans cette base, ça passe dans le serveur et ça revient. Je demande pas à chacun de pouvoir identifier la maladie d'un modem juste en écoutant le bruit. Est-ce que vous auriez pu travailler avec Xavier Niel? Je sais pas quoi vous dire, que oui, que non, enfin que oui. Et avec Mark Zuckerberg? Je ne connais absolument rien de ce monsieur. Il connaît tout de vous en tout cas. Est-ce que c'est vrai que vous vous êtes fait virer du lycée? Que oui, que non? Que oui. Vous vous êtes fait virer de votre lycée? Que oui. C'est fou, on peut être secrétaire d'État, ministre, et ça te fait virer du lycée. Donc ça donne plein d'espoir à ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai commencé à travailler très tôt, à 16 ans, et j'étais au lycée à cette période-là. Donc j'ai commencé à avoir un salaire, j'ai commencé à avoir une vie, je travaillais le samedi et le dimanche, et j'allais au lycée du lundi au vendredi. Et il se trouve que pendant mon année de première, il y a un moment où j'ai un peu arrêté de venir au lycée, et où ça s'est pas très bien passé avec l'administration. Ce qui est normal, ce qui est rassurant.
ce qui est peut-être rassurant, et a posteriori, je le prends avec beaucoup de sagesse, mais à l'époque, je ne l'ai pas forcément pris avec beaucoup de sagesse. Et donc, j'ai changé de lycée en terminale. Est-ce qu'on va la gagner la Coupe du Monde en Russie? Ça, je ne saurais pas vous Vous dire. aimez le foot? Que oui, que non? Que je préfère d'autres sports. Quel sport? Le rugby et le judo. Vous avez joué au rugby? J'ai beaucoup fait de judo. D'accord. Très bien. Donc vous n'avez pas joué au rugby? Non, j'aime bien regarder le rugby. Bon, on va continuer la visite parce qu'on va pas non plus passer. Vous avez du boulot, donc on va pas vous déranger. J'ai une chance incroyable, vous vous rendez compte ou pas? Je passe ma journée à rencontrer des gens extraordinaires, à essayer de trouver des solutions, à avoir des gens formidables qui travaillent au quotidien et qui me rendent moi plus intelligent et qui me rendent capable de prendre des décisions. J'ai des collègues au gouvernement qui sont passionnés par mon sujet. C'est qui le plus sympa au gouvernement? Tous très très bien. C'est normal que vous me dites ça. Non, ils sont nombreux, on travaille de façon très positive tous ensemble. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'on se raconte ça en arrivant dans cette pièce. C'est la pièce de travail collaboratif avec les autres ministères. Quand on travaille avec le ministère de la Justice, on se met ici. Quand on est avec le ministère de la Santé, on vient ici. Ah bon? Et on parle de leur projet de transformation numérique. Et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et on peut passer plusieurs jours ici pour avancer. Le Conseil national du numérique, ça en est où? Ça va se régler cette histoire? Histoire, il n'y a pas d'histoire. Ça vous énerve quand on vous en parle? Ça vous énerve. Mais moi j'aimerais qu'on comprenne, mais parce que c'est vrai que tout le monde s'est enflammé pour ça, tout le monde en parle partout. C'est enflammé, ça c'est certain. La réponse est oui, il arrive, oui, il sera ouvert, oui, il sera particulièrement divers. Et maintenant, mon grand enjeu, c'est comment on implique encore plus qu'au-delà des 30. Ce que j'ai entendu, moi, pendant ce qui s'est passé au mois de décembre, c'est qu'il y a énormément de gens qui avaient un mot à dire sur le numérique. Et donc, soit je décide de fermer les portes et je dis c'est bon, c'est trop de monde, soit je trouve des façons intelligentes et nouvelles d'ouvrir les portes et qu'il y ait encore plus de gens qui puissent exprimer leur envie pour le numérique en France. C'est quoi ce tableau, monsieur Madjoubi? Quand je suis arrivé dans le premier ministère, celui où je suis arrivé il y a 9 mois, Patrick Caner. Vous vous souvenez de Patrick Caner? Ah oui, je l'ai interviewé. Très marrant. Ministre des Sports. Très sympa et très compétent. Il avait fait le choix de ce tableau dans son ministère. Et quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a accueilli, puisque vous savez, il y a souvent ce moment de passation. Et il avait été extraordinairement chaleureux, humain. Et il m'a fait visiter le ministère et il m'a dit, tu vois, Ounir, ce tableau, je l'ai choisi parce que je trouvais qu'il était très important pour le regard que j'ai sur la France. Et moi, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai gardé. Et quand on a déménagé, j'ai demandé à ce qu'on puisse le conserver ici. On va passer à la séquence qui tue, monsieur le ministre. Moi. Ça veut dire que je vais vous tutoyer. Qu'est-ce que tu penses de Zemmour qui dénigre le rap? Je pense que c'est absurde de dénigrer le rap. Je pense que c'est très dommage de dénigrer le rap. Et je pense que nier une culture, c'est nier ceux qui la pratiquent. Et je pense que c'est pas forcément très étranger à ce qu'il fait habituellement. Toi, t'aimes le rap? J'aime bien le rap. Il paraît que t'aimes bien Big Flo et Oli. J'étais à leur concert récemment. Ah, tu étais? J'y étais, au Zénith, à Paris, dans le 19e. Oui, donc on quitte pas le 19e. Mais donc Big Flo et Oli, c'est ta cam. Tu pourrais nous chanter un truc là de Big Flo et Oli? Non, je vais pas chanter. Même si je chante avec toi? Non. Mais par contre, pendant toute la campagne, je peux vous dire que j'ai diffusé souvent au QG la chanson Je suis, qui se conclut de façon très belle, Je suis la France, et qui fait, pendant toute la chanson, un portrait de la France et des Français, dans leur diversité. Justement, c'est une bonne transition. On parlait d'Internet, des technologies, avec ce qui se passe en ce moment. C'est triste ce qui se passe en ce moment. Est-ce que la lutte contre le terrorisme, tu ne crois pas qu'elle passe d'abord par Internet aussi? Elle y passe de façon évidente, et moi je travaille très activement dessus. Il y a plusieurs sujets. Il y a le premier, il y a les contenus terroristes. Ouais. Sur cela, le président de la République, le président de la République et les dirigeants de plusieurs pays se sont réunis à l'AG de l'ONU au mois de septembre où j'étais présent, avec les représentants des grandes plateformes en ligne. Et là, on a dit, on ne peut pas négocier. La situation, elle est très grave. Proposez-nous des solutions pour que ces contenus-là, on soit capable de les identifier dès qu'ils sont uploadés et de les faire supprimer le plus rapidement possible et en se donnant un délai maximal, 1 heure. Et bien ça, on a réussi à le faire et aujourd'hui, ça marche. Puis après, il y a la propagande. Et il y a la lutte contre la propagande et il y a le contre-discours. Comment on donne un discours positif. Et ça, c'est tout le sujet qu'on a au quotidien sur comment parce qu'un contenu terroriste, c'est facile à identifier. C'est directement on-off. Propagande, parfois, c'est subtil. Ça va chercher dans les recoins du cerveau. Ça essaye de te retourner. Ça essaye de faire dire qu'il y a un complot permanent sur tous les sujets. Et ça nécessite d'avoir des experts au niveau public, des associations autour et de bien travailler à la construction et déconstruction de ce discours-là. On va terminer l'interview avec Big Flo et Oli. Il aurait dû le faire, il aurait dû y aller. Je vais te donner des noms et tu vas me dire s'ils auraient dû le faire et s'ils auraient dû y aller. D'accord? Est-ce que François Hollande, il aurait dû le faire, il aurait dû y aller en 2017? À l'élection présidentielle? Je m'en remets à sa sagesse et sa sagesse a voulu qu'il n'y aille pas. D'accord. Donc il n'aurait pas dû y aller. Est-ce que Benzema, il aurait dû aller faire l'Euro en 2016?
Là, c'est pas sa sagesse à lui. Bon, si t'avais été sélectionneur, toi, tu l'aurais dit d'y aller ou pas? J'essaye de pas diviser les Français, donc je répondrai pas. Bon, j'allais dire Mounir Majoubi, qu'il aurait dû aller au concert de Big Flo et Oli, mais il a déjà été. Ah bah il y a été, il a beaucoup aimé. Il y retournera. Et il y retournera. Il leur a dit ou vous leur avez dit ou pas? Ouais, je suis allé les voir juste avant, avant le début du concert. Est-ce que Emmanuel Macron il devrait faire une interview en défi comme ça? Il devrait y aller? Pourquoi pas? Si vous voulez, je lui proposerai. Ah, vous lui proposez vraiment? Si vous le souhaitez. Ah ouais, je le souhaite. Par contre, je vous garantis pas qu'il dira oui. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bah merci à vous. Pour terminer, on vous fait faire une photo toujours aux invités. Ok. Voilà, ça a l'air de vous plaire. Faire un petit selfie. Comme ça? Ouais. Bah, avec ce tableau alors. Ah, très bien, voilà. Là, c'est bon, ça va aller. Vous revenez quand vous voulez. Ah bah, on va revenir tous les jours. Faites attention. Merci. C'est la salle de travail collaboratif. Si vous avez envie de travailler, venez ici.